Il a mis son téléphone sous mon nez. Tu es interdite de gala de mon entreprise. Bien compris. J'ai souri, viré une somme à 6 chiffres et réservé la table VIP au premier rang. Gravant discrètement la plaque de la chaise, PDG. Alors que les lustres illuminaient l'Aurélia Grand, il n'avait aucune idée que la femme derrière le fond de contrôle était l'épouse qu'il venait d'insulter. Quand le micro s'est allumé, je n'allais pas seulement prendre le siège qu'il vénérait. J'allais tirer tout le rideau avec moi. Je m'appelle Rowan Delaney. J'ai 32 ans. Et depuis 3 ans, je suis l'épouse d'Ethan Val. Depuis les baies vitrées du sol au plafond de notre condo de Chicago, je peux voir le lac changer de couleur, passant du gris acier au saphir, une surface placide et prévisible. Ma vie a été la même de par sa conception. La plupart du temps, je ne suis qu'une femme en vêtements d'intérieur coûteux, l'ordinateur portable chaud sur les genoux, gérant ce que mon mari qualifie avec dédain de quelques portefeuilles familiaux. Je suis discrète. Je suis modeste et je suis, selon Ethan, profondément inadapté au monde qu'il cherche désespérément à conquérir. Ethan est une étoile montante chez Northlight Dynamics. Il vit de cette expression. La respire comme de l'oxygène. Northlight est un titan de la technologie logistique, un mastodonte de l'infrastructure axé sur l'IA qui change littéralement la façon dont les villes se déplacent. Ethan travaille dans les relations extérieures de l'entreprise, un emploi qui semble impliquer une série interminable de dîners, de poignées de main et de sourires brillants et hypocrites. Il est beau, vif et a maîtrisé l'art de paraître essentiel. Ce vendredi a lieu le gala annuel noir et blanc de Northlight, l'événement social et corporatif de la saison à l'Aurélia Grand. C'est la seule nuit où l'ensemble du conseil d'administration, les principaux investisseurs et l'élite politique de la ville respirent le même air filtré, et je ne serai apparemment pas des leurs. Il a soulevé la question un mardi soir, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller en contrebas. Il se tenait devant le miroir antique doré de notre foyer, ajustant le nœud d'une nouvelle cravate en soie. Il ne s'exerçait même pas pour le gala. C'était juste un mardi ordinaire. L'ambition est une performance à temps plein pour Ethan. À propos du gala, Ro, a-t-il dit, sa voix décontractée, mais ses yeux fixés sur son propre reflet. Je pense qu'il est préférable que tu ne participes pas à celui-ci. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Je venais de finaliser une injection de capital pour une nouvelle entreprise de biotechnologie à Helsinki. Ne pas y participer? Pourquoi? Il s'est finalement retourné et m'a jeté ce regard, à moitié de pitié, à moitié d'exaspération. C'était le regard d'un homme expliquant un théorème complexe à un animal de compagnie. Chérie, ce n'est pas vraiment ton truc. C'est un réseau de pouvoir. Les conversations sont très spécifiques. Tu t'ennuierais. M'ennuyer? Ai-je répété, laissant l'écran de l'ordinateur portable s'assombrir. Et honnêtement, a-t-il poursuivi en s'approchant, ton style. C'est charmant ici. Il a fait un geste vers notre salon minimaliste conçu par un architecte. Mais ce n'est pas Northlight. Ces gens sont raffinés. C'est un certain niveau de sophistication, une compréhension du jeu. Tu n'y as tout simplement pas été exposé. Moi, qui ai été élevé à la stratégie autour de tables de conseil d'administration déguisées en dîner de famille, je n'y ai pas été exposé. Alors, tu vas y aller seul? Ai-je demandé. Ma voix était parfaitement neutre. Aucune émotion. Ne jamais réagir. Simplement recueillir des données. C'était le moment. Il a pris une inspiration, se gonflant d'orgueil. En fait, non. Sienna ROR va m'accompagner. Sienna ROR, sa petite amie de l'université. La femme qui avait refait surface il y a 6 mois en tant que consultante stratégique sur un contrat à court terme. Un contrat qu'Ethan lui-même avait fait approuver. La femme dont le nom avait commencé à apparaître sur les notes de frais tardives et les calendriers partagés. Sienna, ai-je dit, en tant que cavalière? En tant que partenaire de réseautage, a-t-il corrigé instantanément, son ton vif. Elle comprend les acteurs. Elle a préparé l'équipe de Boreal Lines, et c'est le moment crucial pour consolider cette relation. Nous devons présenter un front totalement unifié et profondément intégré. C'est stratégique, Rowan. Purement stratégique. Il utilisait sa voix de réunion avec moi, celle pleine de mots vides à consonance importante. J'ai fermé mon ordinateur portable. Ma vie est une façade soigneusement construite. Je travaille à domicile.
Je conduis une berline électrique respectable, mais pas tape à accent grave-l'œil. Je contribue le montant exact à notre compte joint, assez pour couvrir l'épicerie et mes passe-temps de créatrice, mais jamais assez pour poser des questions. L'argent de ma famille, le vrai argent, celui qui n'achète pas seulement le luxe, mais le crée, est enfoui si profondément dans un labyrinthe de fiducie, de sociétés de portefeuille et de SARL anonymes que mon propre mari n'en a aucune idée. Il pense que mes parents étaient de simples avocats confortables du Midwest. Il n'en a aucune idée. Ce qu'Ethan Val, mon mari ambitieux, beau et stupide, ne sait pas, c'est que Northlight Dynamics est à moi. Il ne sait pas que Red Harbor Trust, l'entité opaque et inattaquable qui détient la participation de contrôle de 58% dans son entreprise, n'est pas un conseil d'administration d'hommes aux cheveux gris à Genève. C'est moi, Rowan Delaney, l'épouse discrète et sans raffinement qu'il pense s'ennuierait de ces conversations importantes. Je n'ai pas seulement investi dans Northlight. Je l'ai incubé à partir d'une seule idée brillante, j'ai placé son PDG visible, Gregory Pike, à son poste et j'ai conçu la structure d'entreprise même qu'Ethan essaie maintenant d'escalader. Il ne sait pas que l'accord de Boreal Lines sur lequel Sienna est consultante est un accord que j'ai personnellement approuvé depuis ce canapé même, portant ce même survêtement. Je suis resté assise là à le regarder. C'était fascinant d'une manière froide et académique. C'était comme observer un rat de laboratoire qui se prenait pour un lion. Il était en pleine toilette maintenant, ajustant les poignets de sa chemise à $1000, s'échauffant sur son sujet. Il portait déjà le smoking qu'il avait fait faire sur mesure. Il l'essayait tous les soirs depuis une semaine. Il a pris le flacon d'eau de Cologne sur sa commode, celui que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire. C'était un parfum rare, mélangé sur mesure par un petit parfumeur parisien. Il l'a généreusement vaporisé dans l'air, marchant à travers le nuage. Tu vois, Ro, a-t-il dit, le parfum embaumant la pièce, un parfum que j'avais choisi pour ses notes de bois de santal et de vieux cuir. C'est le grand coup. Ce gala ne consiste pas seulement à se présenter. Il s'agit d'arriver. Tous ceux qui comptent seront là. Et quand j'entrerai avec Sienna, cela signalera que je suis sérieux, que je fais partie du cercle restreint. Il s'est assis sur le bord du pouf, se penchant en avant, sa voix tombant à cette douceur affreuse et condescendante. Je dis ça pour ton propre bien. Tu es merveilleuse, mais tu n'es tout simplement pas faite pour ce niveau. Tu es trop douce. Tu te ferais dévorer toute crue. Il s'est arrêté, cherchant le coup fatal, celui qui finaliserait l'argument et ferait de lui le gentil. Franchement, Ro, dans cet environnement, tu serais un embarras, et je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Pas maintenant. Il a souri comme s'il venait de me rendre service. Il est préférable pour tout le monde que tu restes à la maison. C'est plus sûr pour toi. Un embarras. Plus sûr pour moi. Une chose chaude et tranchante a picoté à la base de mon crâne. L'épouse en moi voulait crier, jeter le verre en cristal de Waterford sur la table droit sur ce mur parfaitement reflété. La femme en moi voulait pleurer, souligner que la chemise sur son dos et le toit au-dessus de sa tête étaient payés par la personne même qui le rejetait, mais l'épouse et la femme n'étaient plus aux commandes. L'investisseuse l'était. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai fait un petit signe de tête pincée. Je comprends, Ethan. Tu dois faire ce qui est le mieux pour ta carrière. Il rayonnait, le soulagement inondant ses traits. Il avait ma permission. Il ne s'était pas disputé. Il s'est penché et a embrassé mon front. Merci de comprendre, ma chérie. Tu vois, c'est pour ça que nous fonctionnons bien ensemble. Il a regardé sa montre. Je dois participer à un appel de préparation avec Sienna. Nous sommes en train de simuler le plan de table. Il a attrapé son blazer et est parti, le cliquetis de la porte résonnant dans l'appartement caverneux et silencieux. Je suis resté assise là pendant une minute entière à écouter le bourdonnement du système de filtration de l'air, un embarras, une responsabilité. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est illuminé, illuminant un tableau de bord complexe d'actifs mondiaux, de téléscripteurs boursiers et de canaux de communication sécurisés. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre et j'ai tapé le nom de la directrice des événements de l'Aurélia Grand, une femme que je leur avais débauchée d'une chaîne hôtelière rivale il y a 3 ans. Ethan était un poste qui venait de devenir toxique. Un investissement spéculatif qui n'avait pas réussi à arriver à maturité. Et lorsqu'un actif sous-performe de façon aussi spectaculaire, vous ne devenez pas émotif. Vous ne criez pas et vous ne pleurez pas. Vous ne réagissez pas.
Vous réévaluez le marché. Vous évaluez la position. Vous couvrez vos pertes, et ensuite, lorsque le marché est à son plus bas, lorsque les lumières sont les plus vives et que tous les yeux sont rivés sur le conseil d'administration, vous exécutez une liquidation contrôlée. J'ai tapé un message, priorité active. J'ai besoin du plan d'étage du gala, de la liste finale des invités et du nom de votre chef de la sécurité, et j'ai besoin d'acquérir la table VIP centrale, celle à côté de la scène, tout cela, ce soir. J'ai regardé le flacon d'eau de Cologne d'Éthane qui était toujours sur la commode. Son parfum, son odeur, était une insulte. Il avait raison. Ce gala ne consistait pas seulement à se présenter. Il s'agissait d'arriver. Les mots d'Éthane résonnent dans le silence de mon appartement longtemps après son départ. Embarras. Plus sûr pour toi. Il me peint à l'aquarelle. Tous les bords doux et les pastels délicats, quelqu'un a protégé du monde net et peint à l'huile qu'il habite. Il n'a aucune idée que je suis la toile, le pigment et l'artiste invisible. Il pense que je suis au mieux un nouvel argent, ou plus probablement, simplement à l'aise. Il a tort. Je suis ancienne. Stratégie discrète du Midwest. Je n'ai pas été élevé dans un penthouse donnant sur Central Park. J'ai grandi dans une maison de briques spacieuse et robuste dans la banlieue de l'Ohio où les hivers étaient gris et les attentes élevées. Ma mère était associée dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les fusions et acquisitions. Mon père était ingénieur aéronautique principal. Nos conversations à table ne portaient pas sur les potins. C'étaient des débats silencieux sur les prises de contrôle hostiles et la résistance à l'attraction. La richesse, la vraie richesse fondamentale, n'était pas la nôtre. Pas directement. Elle était assise dans une fiducie familiale gérée par mon grand-père. Il n'était pas un titan de l'industrie. Il était juste intelligent. Il avait investi massivement dans une petite entreprise révolutionnaire de dispositifs médicaux au début des années 1990. Lorsque cette entreprise a été rachetée lors d'une acquisition massive, la fiducie a été multipliée du jour au lendemain, transformant une vie confortable en une vie dynastique. On m'a enseigné deux choses, premièrement, comment bâtir une richesse, et deuxièmement, comment la protéger. J'ai obtenu mon MBA de Booth, obtenant mon diplôme dans le top 5% de ma classe. J'aurais pu mettre mon nom sur un gratte-ciel, mais j'ai essayé ça. Une fois, juste après l'obtention de mon diplôme, j'ai lancé un petit fonds de capital risque sous mon propre nom. J'avais 26 ans, j'étais une femme et j'avais accès à 9 chiffres de capital. Ce fut un désastre. Lors des réunions, des hommes qui avaient hérité des collections de cravates de leur grand-père écoutaient mon argumentaire, souriaient et disaient « C'est une idée très ambitieuse, ma chère ». Ils posaient à mes analystes subalternes masculins les questions difficiles sur le taux d'épuisement et l'évaluation. J'étais une nouveauté, une mondaine avec une feuille de calcul. Mon succès était attribué à la chance. Mes échecs étaient la preuve de mon sexe. J'ai appris une leçon brutale. Le pouvoir et la visibilité ne sont pas la même chose. En fait, pour une femme comme moi, ils s'excluent souvent mutuellement. Le monde est terrifié par une jeune femme avec un pouvoir réel et inattaquable. Ils feront tout pour le diminuer, pour l'appeler chance, pour l'attribuer à un père ou à un mari. J'ai donc fait un choix. Ils voulaient voir un homme aux commandes. Très bien, je leur en donnerai un. J'ai dissous le fonds public et j'ai transféré mes opérations dans l'ombre. J'ai trouvé un concept d'IA logistique brillant et en difficulté enfoui dans un laboratoire universitaire. C'était la clé pour résoudre le problème de la livraison du dernier kilomètre dans les centres urbains denses. J'ai acheté les brevets anonymement. J'ai incubé l'entreprise, y injectant du capital, des talents et mes propres conseils stratégiques derrière un mur d'avocats. J'ai créé Northlight Dynamics, puis j'ai trouvé Gregory Pike. Gregory était le visage public parfait. Il avait la fin de la cinquantaine, les cheveux argentés, une voix forte et un curriculum vitae impeccable. C'était un brillant opérateur, mais il avait atteint un plafond dans son ancienne entreprise. Je l'ai approché par l'intermédiaire d'un mandataire, lui offrant le poste de PDG d'une entreprise qui n'existait pas encore, aux yeux du public. Je lui ai offert une rémunération 3 fois supérieure à son salaire actuel et la possibilité de bâtir un héritage, sa seule condition. Qui est le bienfaiteur? Je ne travaille pas pour un fantôme. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu sûr et neutre. J'ai exposé la structure, le plan et mes attentes. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a souri. Vous n'êtes pas un fantôme, a-t-il dit. Vous êtes un général,
et vous voulez juste un maréchal qui n'a pas peur de salir son costume. Il a compris le jeu. Nous avons construit la forteresse ensemble. La structure de propriété de Northlight est mon chef-d'œuvre du droit des sociétés. Elle est conçue pour être impénétrable. La participation de contrôle, 58%, est détenue par une société de portefeuille qui est détenue par une autre qui est contrôlée par un portefeuille de SARL. Au sommet de la pyramide, le dernier mot, la main sur l'interrupteur d'arrêt, est le Red Arbor Trust. Red Arbor est mon armure. Sa charte est absolue. Ses directives sont définitives, et son bienfaiteur est connu de précisément 3 personnes, moi, Gregory Pike et l'avocat successoral de ma famille, âgé de 70 ans, qui me connaît depuis ma naissance. Pour le reste du monde, Red Arbor est une force institutionnelle sans visage basée à Genève ou aux îles Caïmans. Pour Ethan, c'est juste le nom de la baleine qui signe ses chèques de paie. Je dirige mon entreprise par le biais d'un tableau de bord chiffré sur mesure. Je vois toutes les projections, toutes les notes de service interne, tous les journaux d'accès. Je suis l'œil dans le ciel et ils jouent tous sur mon plateau. Pendant des années, cela a suffi. Le travail était propre, le contrôle absolu. J'avais mon anonymat, mais j'étais isolé. Puis j'ai rencontré Ethan. C'était lors d'une collecte de fonds artistiques, l'un de ces événements auxquels j'ai assisté en tant que Rowan Delaney, invité. Il n'était pas un donateur. Il travaillait à l'événement pour son ancienne entreprise de relations publiques. J'étudiais une peinture et il s'est approché de moi. Il n'a pas utilisé de phrase de drague. Il a juste dit, je pense que je suis censé être impressionné par ça, mais honnêtement, je ne vois qu'un tas de triangles en colère. J'ai ri, un vrai rire authentique. Nous avons parlé pendant 1 heure, puis 2. Il était charmant, drôle et rafraîchissant d'honnêteté au sujet de sa propre ambition. Il a parlé de la haine du vantard dans son industrie, de la façon dont il était fatigué des gens qui jugeaient tout le monde par leurs relations ou leurs montres. Il semblait me voir, pas une fiducie, pas un nom, juste Rowan. Il m'a posé des questions. Il a écouté les réponses. Il n'a pas parcouru la pièce du regard. Nous nous sommes mariés à la mairie 8 mois plus tard. Ce fut une journée simple et magnifique, suivie d'un dîner pour 30 de nos amis les plus proches. Mes avocats, bien sûr, ont insisté sur un contrat de mariage prénuptial. J'étais terrifié. Ce serait, pensais-je, le moment où la magie se briserait. Le moment où il verrait les chiffres froids et durs, et je deviendrais juste une autre cible. J'ai fait glisser l'épée classeur sur notre table de cuisine, mes mains tremblant. C'est juste une formalité, ai-je balbutié. Ma famille a des fiducies compliquées. C'est pour nous protéger tous les deux. Ethan a regardé la couverture. Il m'a regardé et il a ri. Un rire chaleureux et facile qui a rempli la pièce. Rowan, ma chérie, j'apporte environ 15 000 $ dans un 401k et une voiture avec un privilège dessus. Si quoi que ce soit, tu as besoin de protection contre ma dette étudiante. Il a tourné à la dernière page et a signé son nom sans lire une seule clause. Sa signature décontractée était à l'époque la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Il s'en fichait. Il l'a prouvé. Il ne se souciait pas de l'argent. Je vois maintenant comment je me suis trompé. J'étais tellement soulagé qu'il ne soit pas un chercheur d'or. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait être quelque chose de bien plus dangereux, un chasseur de statues. Il ne se souciait pas de mon argent parce qu'il ne savait pas qu'il existait. Il voulait juste une plateforme. Quand il a obtenu le poste chez Northlight, un poste que j'ai signalé à Gregory, disant seulement « Mon mari postule ». Traitez-le équitablement, j'ai pensé que son ambition était mignonne. J'ai pensé que sa fierté et son statut d'étoile montante étaient admirables. J'étais fier de lui, fier d'être sa femme de soutien, discrète et sans raffinement. Je pensais avoir trouvé l'homme qui me voyait, pas mes actifs. J'avais tort. J'avais trouvé un homme qui cherchait une échelle, n'importe quelle échelle. Et il se fichait de qui la tenait. Il était tellement occupé à grimper, tellement concentré sur le prochain échelon. Il n'a jamais pensé à regarder vers le bas. Il pense que je suis un embarras. Il pense que je suis l'encre qui le retient. Alors que tout ce temps, j'ai été celle qui tenait la corde, il a signé ce contrat de mariage prénuptial pour protéger ses maigres économies, ignorant avec bonheur qu'il venait de renoncer à toute prétention à l'empire à côté duquel il dormait. Il pensait qu'il se protégeait. Il n'en a aucune idée. Il n'a été que la première et la dernière erreur émotionnelle que mon portefeuille ait jamais commise.
La première fissure est apparue non pas comme un son, mais comme un email. Il y a 6 mois, Gregory Pike m'avait transmis les candidats finaux pour la consultation stratégique de Boreal Lines. L'accord de Boreal Lines était un monstre, un contrat potentiel à 9 chiffres pour intégrer notre IA dans l'ensemble de leur réseau de transport nord-américain. C'était l'accord qui rendrait Northlight intouchable. Et là, sur la liste restreinte, il y avait Sienna ROR. Ethan, qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour mon petit portefeuille, a soudainement eu un avis. Il s'était penché sur mon ordinateur portable, son enthousiasme vif et artificiel. Sienna ROR, c'est incroyable. Je la connaissais à l'université. C'est une connectrice, Ro, une véritable créatrice de pluie. Vous devez l'embaucher. Moi, l'actionnaire majoritaire, je n'ai rien dit. Gregory, le PDG, avait haussé un sourcil lors d'un appel vidéo sécurisé. Elle semble un peu légère sur la technologie logistique. Vous ne pensez pas, Rowan? Ethan semble penser qu'elle est une connectrice, ai-je répondu, ma voix neutre. Donnez-lui le contrat à court terme. Voyons quel genre de pluie elle fait. La pluie est venue rapidement. Elle a commencé comme des séances de stratégie tardive au bureau. Puis ce furent des dîners avec des clients qui se sont prolongés après minuit. Ethan, qui avait toujours été religieux au sujet de m'envoyer un texto bonne nuit, je t'aime, a commencé à changer. Les textos sont devenus fonctionnels. Toujours au bureau, dîner de travail. N'attends pas. Les émojis ont disparu en premier. Le petit cœur rouge qu'il mettait toujours à la fin de son nom a été la première victime. Puis l'amour et ma chérie se sont évaporés, remplacés par une efficacité d'entreprise glaçante. Je n'étais plus sa femme. J'étais son fardeau administratif. J'étais à une table adjacente dans un café il y a 2 mois, rencontrant l'un de mes fondateurs de biotechnologie lorsque j'ai entendu un groupe de gars du marketing de Northlight à la table voisine. J'en ai reconnu un de la fête de Noël. Val est une fusée, a dit l'un d'eux. Et il est intelligent. Il s'est accroché au bon wagon. Tu veux dire Sienna, a demandé l'autre. Qui d'autre? Elle a l'oreille du conseil d'administration. Elle est la gardienne de l'accord de Boréal. Marquez mes mots. Au gala. Prenez une photo d'Ethan et Sienna ensemble. Elle n'est pas seulement une consultante. Elle est la porte. Il s'est accroché au bon wagon. Et j'étais apparemment le mauvais. La véritable rupture, celle qui a brisé la façade, s'est produite la semaine dernière au dîner. C'était l'une de ces rares nuits où il était à la maison avant 22 heures. Il était électrique, bourdonnant d'une énergie maniaque qui n'avait rien à voir avec moi. L'équipe de Boréal commence enfin à voir la lumière, a-t-il annoncé, se versant un verre généreux d'un vin que j'avais payé $300. Nous étions coincés sur les projections, mais je pense que Sienna et moi avons finalement percé. Ils ne comprennent tout simplement pas la valeur à long terme. Quel est le point de blocage? Ai-je demandé, poussant ma salade autour de l'assiette. Il a agité sa fourchette, dédaigneux. Oh, ce ne sont que des détails, l'évaluation, la modélisation, les prévisions de pénétration du marché, les dépenses en capital, l'amortissement, tu sais. Il m'a jeté ce sourire doux et apitoyant. Honnêtement, Ro, ça t'ennuierait tout simplement. Tu serais totalement dépassé. Je l'ai regardé fixement. Moi, qui avais construit le modèle d'évaluation pour cette entreprise à partir de zéro. Moi, qui avais personnellement soumis les projections de dépenses en capital à des tests de résistance par rapport à 3 scénarios de ralentissement du marché différents. Moi, qui avait fixé le chiffre final pour l'offre de Boréal, j'étais dépassé. J'ai souri. Tu as raison, Ethan. Ça a l'air terriblement compliqué. Cette nuit-là, pour la première fois dans notre mariage, je ne suis pas allé me coucher. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte en chêne massif et je me suis assise dans le noir. L'épouse était partie. L'investisseuse était de retour. J'ai ouvert mon portail chiffré sécurisé, celui qui me montrait tout, la vue de Dieu de Northlight Dynamics. Ce ne sont pas seulement des données financières. Ce sont des journaux d'accès aux cartes clés, des indicateurs de serveurs de messagerie et des protocoles de sécurité réseau. J'ai lancé une recherche, journaux d'accès d'Ethan Val au cours des 90 derniers jours. Il était propre. Il n'a jamais accédé qu'à ce que son travail exigeait. J'ai lancé une nouvelle recherche, journaux d'accès de Sienna ROR au cours des 90 derniers jours. Et voilà.
Ces journaux étaient un arbre de Noël de signaux d'alarme rouge. Elle accédait à des fichiers bien en dehors de la portée d'une consultante en logistique. Elle était dans les projections de RD. Elle était dans les plans d'expansion internationale non annoncés. Elle était dans le cadre de négociations scellées de Boreal Lines, le fichier qui contenait notre offre finale et notre numéro de départ le plus bas absolu. Puis j'ai recoupé les adresses IP. Ces informations d'identification étaient utilisées, mais pas toujours depuis son ordinateur portable. Elles étaient utilisées depuis une adresse IP que j'ai reconnue, la sienne, celle d'Ethan. Il utilisait son identifiant pour naviguer, pour voler, pour recueillir ses propres renseignements, pour se faire paraître essentiel. Il prenait les joyaux de la couronne de mon entreprise et les utilisait comme cadeau de fête pour impressionner son ancienne petite amie. La pièce se refroidit. La trahison était si nette, si absolue. Elle était presque belle dans son horreur. Et puis ma ligne sécurisée, celle qui contourne tous les centraux téléphoniques, vibra avec un appel crypté. C'était Grégory. Sa voix était sombre. « Rowan, dit-il, sans préambule. Nous avons un problème. Un gros. » « Je sais, dis-je, les yeux toujours fixés sur les journaux rouges lumineux. Il utilise ses identifiants. Il y eut une inspiration vive. C'est pire. Nous venons de recevoir un ping d'un de nos câbles de déclenchement algorithmique. Une portion de nos conditions commerciales fondamentales pour l'accord boréal vient d'apparaître dans un paquet de données provenant d'un serveur Shell en Estonie. Je sentis mon sang se transformer en glace. Qui ? Le serveur est anonyme, dit Grégory. Mais la piste qu'il essaie de couvrir ne mène qu'à un seul endroit. Notre principal concurrent, Helio Ridge System, Helio Ridge. La seule entreprise qui pourrait vraiment nous faire du mal. Le seul concurrent avec lequel Boreal Lines était également en pourparlers. S'ils ont nos chiffres, nos résultats nets, ils pourraient nous sous-coter d'un seul dollar et remporter l'intégralité du contrat. Ethan n'était pas seulement un imbécile. Il ne trichait pas seulement. Lui et Sienna étaient une fuite catastrophique qui tue l'entreprise. Que ce soit par malice, pour de l'argent, ou juste pour le frisson égocentrique de partager des secrets, cela n'avait pas d'importance. Cela change le gala, dis-je. Ma voix n'était plus humaine. C'était le son d'une chambre forte qui se referme. Ce n'est pas une simple humiliation. C'est une menace. À quoi penses-tu ? Demanda Grégory. Je pense comme un auditeur, dis-je, mes doigts volant sur le clavier. J'étais dans le répertoire de fichiers RD, celui qui les intéressait tant tous les deux. J'active le protocole d'urgence. J'ouvris un nouveau document, une serpillière dans notre jargon interne, un faux fichier conçu pour paraître réel. Grégory, dis-je, je veux que tu crées une nouvelle version de la présentation boréale, une version finale V9. Remplis-la de projections légèrement modifiées, quelque chose qui semble tentant mais qui est finalement imparfait. Et je veux que tu intègres un filigrane numérique invisible et traçable dans chaque diapositive. Un filigrane différent pour chaque fichier. Chacun lié à l'accès d'un utilisateur spécifique. Un pour Ethan, un pour Sienna, un pour toi, un pour moi. L'appât, dit Grégory, sa voix dure. Compris. Place-le dans le répertoire principal. Fais en sorte que cela ressemble à une erreur, comme si un technicien junior avait laissé les autorisations ouvertes. Et quand l'un d'eux le prendra, le filigrane nous signalera dès qu'il sera ouvert en dehors de notre pare-feu, dis-je. Et il nous dira exactement quel fichier a été divulgué et par qui. Je fermai l'ordinateur portable. Ethan dormait, ronflant doucement dans notre lit. L'homme que j'avais aimé, l'homme en qui j'avais confiance, était une vulnérabilité d'entreprise, un passif que je devais liquider. Il m'avait dit que j'étais banni du gala. Il n'en avait aucune idée. Il pensait protéger sa carrière de sa femme peu raffinée. Il avait tort. Je n'étais pas banni. J'étais la propriétaire et le gala, décidai-je dans cette pièce froide et sombre, serait la scène parfaite. Ce serait la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, l'assemblée des actionnaires et l'exécution, le tout réuni en un seul événement. Je le laisserai entrer avec elle. Je le laisserai sourire pour les caméras parce que l'accord de Boreal Lines n'avait pas encore été signé. Et avant qu'il ne le soit, je devais sortir les poubelles. La décision d'utiliser le gala comme scène d'exécution a été prise à 3h15 du matin. À 9h du matin, j'avais réuni une équipe propre. Ce n'était pas une équipe de Northlight. C'était ma paix personnelle.
Les avocats et les enquêteurs qui gèrent les acquisitions les plus sensibles de Red Harbor Trust. Ils travaillent pour moi, pas pour l'entreprise, et leur discrétion est absolue. J'ai convoqué la réunion sur une plateforme vidéo sécurisée et cryptée de bout en bout. Personne ne savait d'où les autres se connectaient. Bonjour, dis-je, ma voix nette. Nous avons une menace interne active au niveau d'un actif détenu majoritairement, nom de code Northlight. Nous passons au confinement et à la liquidation. J'ai besoin d'un dossier juridique et opérationnel complet prêt à être déployé dans les 72 heures. Allez-y, mon premier appel fut à l'équipe juridique. J'ai besoin que l'accord de conseil de Siena ROR soit examiné. Je veux que chaque clause, chaque sous-section, chaque signe de ponctuation soit examiné pour violation. Je suis moins intéressé par sa performance, plus intéressé par son conflit d'intérêts. L'avocate principale, une femme nommée Marsh, ne s'y a même pas compris. Et le signataire qui a approuvé le contrat, Ethan Val, Relations extérieures, dis-je, le nom ayant un goût de cendre. J'ai besoin que son pouvoir de signature soit croisé avec tous les protocoles RH internes. J'ai la suspicion qu'il a contourné l'examen juridique standard pour accélérer son embauche. S'il l'a fait, dit Marsh, sa voix comme de la glace, son contrat est annulable de plein droit, et ses actions constituent une violation de procédure grave. J'aurai une réponse dans 3 heures. Elle lut en 2. Ethan avait en fait passer le contrat de Siena en utilisant un formulaire d'approbation obsolète, contournant la divulgation obligatoire des conflits d'intérêts qui était standard pour tous les partenaires stratégiques. Il l'avait personnellement approuvé. Le contrat de Siena était construit sur une base de sable, et Ethan tenait l'appel. La vulnérabilité juridique étant confirmée, je suis passé à la planification opérationnelle. Ce n'était plus une trahison personnelle. C'était un scénario de gestion des risques. J'ai exposé les 2 branches principales à mon équipe. Scénario Alpha et Scénario Bravo. Scénario Alpha, dis-je, est notre voie principale. Le filigrane numérique que nous avons placé dans le fichier d'APA est déclenché. Nous obtenons une confirmation positive d'une fuite vers Helio Ridge. Si cela se produit, nous passons à une cessation d'emploi immédiate et publique. Nous allons séparer ROR et veille de l'entreprise sur place pendant le gala afin de contenir la violation et d'envoyer un message clair à nos partenaires. Et le scénario Bravo, demanda mon responsable des opérations. Le scénario Bravo est s'ils sont intelligents, dis-je, s'ils ont froid aux pieds, s'ils soupçonnent un piège et que le fichier d'APA n'est jamais touché, dans ce cas, nous n'avons aucune preuve publique de la fuite. Nous allons pivoter. Le discours du gala sera modifié. J'annoncerai un nouvel examen stratégique du partenariat Boreal Lines, mettant effectivement Siena à l'écart. Nous utiliserons les violations de contrat que Marsh a trouvées pour mettre fin à son accord discrètement lundi matin. Ethan sera rétrogradé, son accès limité, et nous le gérons à l'extérieur au cours du prochain trimestre. Bravo était la solution d'entreprise propre et discrète. Alpha était la solution nucléaire. Je pariais sur leur arrogance, et l'arrogance mord toujours à l'hameçon. Pendant que les pièges juridiques et numériques étaient mis en place, je me suis occupé de la logistique de l'événement lui-même. J'ai appelé directement la directrice des événements de l'Aurélia Grand. Dahlia, c'est Rowan Delaney. J'ai une demande de dernière minute de haute priorité pour le gala de Northlight. Madame Delaney, dit-elle, sa voix se réchauffant instantanément. Un plaisir, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de votre meilleure table, dis-je. Je parle de la table VIP centrale devant la scène, celle que Gregory Pike occupe habituellement. Il y eut une légère pause. Madame Delaney, cette table est. C'est la table du PDG. Elle a déjà été attribuée à Monsieur Pike et à son équipe principale. Je comprends, dis-je. Et je la retire maintenant. Je l'acquiers. C'est une mise à niveau de parrainage. Envoyez la facture pour ce que ça coûte. Ajoutez encore 20% pour la discrétion de l'hôtel. La plaque sur la table ne portera pas la mention Northlight. Elle portera la mention Rowan Delaney, directrice, Red Harbor Trust. Le silence à l'autre bout était absolu. Alors oui, Madame Delaney, considérez que c'est fait. Directrice Red Harbor Trust. Est-ce que c'est des IRECTRICE? C'est bien ça, dis-je. Maintenant, parlons de sécurité. Pendant l'heure suivante, je me suis coordonné avec mon chef de la sécurité privée et le chef de la sécurité de l'hôtel. Nous aurions 3 de mes employés, 2 hommes et une femme,
intégré au personnel en cravate noire de l'hôtel. Il porterait des caméras corporelles à la pointe de la technologie et conformes à la loi, diffusant l'audio et la vidéo vers un serveur sécurisé. Je veux que le système de carte d'accès de la salle de bal soit synchronisé avec notre serveur, dis-je à mon chef. Je veux avoir la possibilité de désactiver les identifiants d'un invité depuis mon téléphone instantanément. Nous pouvons faire ça, confirma-t-il. Nous allons mettre en place une clôture géographique. Dès que leurs identifiants seront signalés, ils ne pourront même plus appeler l'ascenseur. Bien. Leurs noms sont Ethan Val et Sienna ROR. Notez. Le lieu étant sécurisé, je me suis tourné vers le public. Il ne pouvait pas s'agir uniquement d'une exécution. Il fallait que ce soit une démonstration de contrôle. Il ne suffisait pas qu'Ethan et Sienna le sachent. Le marché devait le savoir. J'ai rédigé 3 invitations anonymes sur du papier cartonné uni et épais. Elles ont été envoyées par courrier privé, pas par email, au domicile personnel des 3 plus grands actionnaires institutionnels de Northlight après Red Harbor. Il s'agissait des gestionnaires de fonds spéculatifs et des vice-présidents de banques qui tenaient le sort de l'entreprise entre leurs mains chaque trimestre. La note était simple, votre investissement dans Northlight Dynamics est sur le point de faire face à un test de gouvernance critique. Je vous suggère d'être dans la salle de bal de l'Aurélia Grand vendredi à 21 h. Une démonstration d'audit proactif sera donnée, un autre investisseur. Il serait intrigué. C'étaient des requins qui sentaient le sang, et ils viendraient. Ensuite, le discours. Je n'allais pas accepter de prix pour moi-même, mais Northlight était censé remporter le prix de l'innovation urbaine, un prix axé sur les relations publiques que Grégory était censé accepter. Il l'accepterait toujours, mais il me céderait la parole. J'ai passé un après-midi à écrire le discours. C'était un chef-d'œuvre de langage d'entreprise à double sens, recouvert de signification juridique. Il a commencé par des éloges. Il parlait d'IA, d'éthique et de la responsabilité de la transparence. Il a félicité l'équipe de Northlight pour son travail acharné. Et puis le pivot, mais la transparence n'est pas un slogan. J'ai écrit, c'est une mesure non négociable. C'est le pare-feu qui protège nos données, nos partenaires et nos actionnaires. Et lorsque ce pare-feu est franchi, que ce soit par malice ou par négligence, notre réponse doit être absolue. En tant qu'investisseur principal et fondateur de Northlight, j'ai autorisé une restructuration complète et immédiate de tout élément de direction qui ne répond pas à cette norme. C'était une déclaration de guerre déguisée en déclaration de politique générale. Enfin, j'ai mis en place un dernier piège, un piège psychologique. Mon équipe technique a activé une nouvelle ligne d'assistance téléphonique interne et entièrement anonyme pour les lanceurs d'alerte et a envoyé un email à l'ensemble de l'entreprise. Elle était ostensiblement destinée à signaler les préoccupations éthiques. En réalité, c'était un pot de miel. Je connaissais Ethan et Sienna. S'ils sentaient les murs se refermer, s'ils entendaient une rumeur, leur premier réflexe ne serait pas d'avouer. Ce serait de prendre de l'avance sur l'histoire. Ils essaieraient d'utiliser la ligne d'assistance téléphonique anonyme pour semer la désinformation, pour dénoncer Grégory pour mauvaise gestion ou pour faire accuser un employé subalterne de la fuite. La ligne d'assistance téléphonique, bien sûr, n'était pas anonyme. Elle enregistrait leurs frappes, leurs adresses IP et leurs soumissions exactes. C'était une machine à auto-incrimination. Jeudi soir, 24 heures avant le gala, toutes les pièces étaient en place, le dossier juridique était constitué, la scène était prête, la sécurité était briefée, le public était invité, le discours était écrit, il ne restait plus qu'à faire chanter le câble de déclenchement numérique. J'étais dans ma cuisine en train de boire un verre d'eau lorsque mon téléphone sécurisé a vibré sur le comptoir. C'était une simple alerte d'une ligne de Grégory. Ping. Le scénario alpha est en direct. Les filigranes 004 Sienna et 005 Ethan viennent d'être consultés et transférés vers une adresse IP correspondant à un serveur Helio Ridge. Ils avaient mordu à l'hameçon, tous les deux. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre du condo. Ethan était dans l'autre pièce en train de siffler, en train de faire repasser son smoking. Il était tellement excité pour sa grande soirée. J'ai posé mon verre et j'ai envoyé la commande finale à mon chef de la sécurité. Déclencher. Activer la séquence de cessation d'emploi. Dès que le maître de cérémonie dira Northlight Dynamics, ils seront verrouillés partout. Le jour du gala. Je ne me suis pas habillé. Je me suis blindé. Ethan était parti des heures plus tôt, ravi de s'occuper de la logistique avec Sienna sur le lieu de l'événement.
Il était comme un enfant le matin de Noël. Si Noël était une nuit de coups de couteau dans le dos en entreprise et d'ascension sociale, l'appartement était merveilleusement calme. J'ai pris mon temps. J'ai laissé les robes simples et douces qu'Ethan approuvait dans le placard. Au lieu de cela, j'ai choisi une robe d'un noir austère. Elle était minimaliste, presque sévère, avec des manches longues et un col montant. Sa seule déclaration était le dos, qui était coupé de manière audacieuse, une entaille architecturale nette et agressive contre le tissu. C'était une robe qui ne demandait pas la permission. Je ne portais pas les bijoux délicats qu'Ethan m'achetait parfois. Je suis allé dans la chambre forte et j'ai récupéré les pièces de ma mère, des objets qu'il n'avait jamais vus, une manchette lourde et complexe en or qui était presque un gantelet et des boucles d'oreilles assorties, des émeraudes si foncées qu'elles étaient presque noires, entourées de diamantailles anciennes. C'était un héritage. C'était du lest. C'était une puissance qui n'avait pas de logo, pas de marque. Juste du poids. Quand j'ai fermé le fermoir, j'ai eu l'impression de verrouiller une arme en place. L'Aurélia Grand était une symphonie d'importance fabriquée. La grande salle de bal était une caverne d'un blanc aveuglant et de surface réfléchissante. Des hectares de linge de table en damas blanc recouvraient des centaines de tables, des arrangements imposants et sauvages de lys et d'orchidées blancs parfumaient l'air d'une douceur écœurante. Les murs étaient recouverts de miroirs du sol au plafond, conçus pour doubler la foule, pour donner à chacun l'impression d'être observé sous mille angles. Un trio de jazz jouait quelque chose de frénétique et d'oubliable dans un coin. Ma table, la table 1, était une impossibilité géographique. Elle n'était pas près de la scène. Elle était pratiquement dessus. C'était le centre du centre. Un poste de commandement à partir duquel je pouvais voir chaque entrée, chaque sortie et chaque autre table de la salle. La petite plaque gravée était simple, Rowan Delaney, directrice, Red Arbor Trust. La table d'Ethan, la table 4, était excellente, un emplacement VIP de premier choix, mais elle était nettement excentrée, légèrement inclinée par rapport au podium, un message de hiérarchie subtil mais clair pour ceux qui savaient lire la carte. J'étais assise, un verre de champagne à la main. Quand je les ai vus arriver, ils ont fait une entrée remarquée. Ethan était impeccable dans son smoking sur mesure, son visage rouge d'excitation. Il souriait, sa main fermement posée sur le dos nu de la robe de Sienna ROR. Sa robe était l'antithèse de la mienne, scintillante, à paillettes argentées et bruyantes. Elle criait pour attirer l'attention. Ils se sont arrêtés devant l'immense mur de parrainage couvert de logos pour les photos obligatoires. Ethan l'a attiré près de lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et ils ont tous les deux ri pour les caméras. C'était un artiste, et c'était sa première. Puis il a commencé à faire le tour de la salle, Sienna à sa suite. Il serrait des mains, tapotait les hommes dans le dos, ses yeux se posant partout, scannant, évaluant. Il cherchait le PDG, les membres du conseil d'administration, les politiciens. Il a regardé directement ma table. Son regard est passé sur moi, à travers moi et au-delà. J'étais une femme vêtue de noir à une table, pas différente des autres. J'étais un meuble. J'étais la femme peu raffinée, l'embarras qu'il avait réussi à bannir et à laisser en toute sécurité à la maison. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas reconnu. Il s'est détourné, guidant Sienna vers le bar. Le manque de reconnaissance était si profond, si absolu. C'était presque libérateur. Il ne s'était pas contenté de m'insulter. Il m'avait effacé de sa réalité. Une seule vibration silencieuse est venue du téléphone sécurisé dans ma pochette. Je l'ai soulevé sous le niveau de la table. Un nouveau message de Grégory. Ce n'était pas une phrase. C'était un fichier, une simple capture d'écran. Elle montrait l'interface interne d'un serveur Helio Ridge clairement marqué de leur logo. Et là, dans un dossier de révision temporaire, se trouvait notre fichier d'appât, notre présentation de pilules empoisonnées filigranées. La capture d'écran était datée d'il y a 2 heures. Il avait été tellement désireux de prouver sa valeur à son concurrent qu'il l'avait envoyé avant même le début du gala. Le piège n'était plus seulement tendu. Il s'était refermé et la preuve était consignée, capturée et enregistrée sur mon serveur privé. Le scénario alpha était pleinement en vigueur. J'ai relevé la tête et j'ai pris une gorgée lente et délibérée de champagne. Il avait un goût de victoire. Ma fréquence cardiaque n'a pas augmenté. Ma main n'a pas tremblé. Ce n'était pas de l'émotion. C'était une confirmation. De l'autre côté de la salle, j'ai vu Marsh, la directrice de mon équipe juridique privée. Elle portait un simple tailleur noir,
se fondant dans le décor près d'une entrée de service, tenant un mince portefeuille en cuir. Elle ressemblait à une coordinatrice d'événements de haut niveau. Mais dans ce portefeuille se trouvaient les documents de cessation d'emploi pour faute, les avis de rupture de contrat et la requête déposée pour une ordonnance restrictive temporaire afin de protéger la propriété intellectuelle de Northlight. Nos regards se sont croisés. Je lui ai fait un signe de tête lent et unique. Elle a acquiescé en retour et a disparu par la porte de service, se dirigeant vers la salle verte que nous avions établie comme base opérationnelle. Les lumières se sont atténuées, la musique jazz s'est éteinte, un présentateur de nouvelles locales est monté sur scène, sa voix résonnant d'un enthousiasme artificiel. Bienvenue, mesdames et messieurs, au gala noir et blanc de Northlight Dynamics. Quelle soirée pour l'innovation! Quelle soirée pour cette ville incroyable! Il s'est lancé dans son monologue d'ouverture. Dans un monde de données, dans un monde de vitesse, a-t-il lu sur le prompteur, il ne s'agit pas seulement d'être le plus rapide. Il s'agit d'être le plus digne de confiance. Le thème de ce soir est l'intégrité et la technologie urbaine parce qu'en fin de compte, à quoi sert l'innovation? Sans intégrité, j'ai presque souri. Un sourire froid et crispé qui aurait terrifié Ethan s'il l'avait vu. Intégrité. J'ai pensé que ce soir, l'intégrité allait avoir un visage très spécifique et très public. Je les ai vus alors. Les deux journalistes que j'avais accidentellement invités. Les deux journalistes financiers les plus craints de la ville. Ils n'étaient pas à une table de presse. Ils étaient à une table d'invités de premier choix que j'avais aménagée suffisamment près pour tout voir. Je les ai regardés vérifier leur plan de salle, froncer les sourcils, puis regarder la plaque sur ma table. Leurs sourcils se sont arqués. Ils ont reconnu le nom de Red Harbor Trust. Ils ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un gala normal. Ils ont ouvert leur carnet. Le spectacle était sur le point de commencer, et les critiques étaient à leur place. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan. Il rayonnait, riant si fort que je pouvais l'entendre depuis ma table. Il avait son téléphone à la main, filmant Sienna qui trinquait avec quelqu'un. Puis il a tourné le téléphone vers lui, posant, affichant son air sérieux d'homme d'affaires. Il mettait à jour son histoire Instagram. Je pouvais imaginer la légende, prêt pour la grande soirée. L'avenir est radieux. Son arrogance était un projecteur, et il le pointait directement sur lui. C'était le moment, le sommet de son autosatisfaction. Le point le plus mince du marché. J'ai sorti mon téléphone sécurisé. J'ai ouvert le fil de discussion avec Grégory. J'ai tapé un mot, commencer. Le balai synchronisé du personnel de restauration s'est mis en mouvement, débarrassant les salades de fromage de chèvre fané. Alors qu'il plaçait le plat principal, un filet mignon parfaitement centré, un mouvement subtil et calculé se produisait à la table 4. La place attribuée à Gregory Pike, celle marquée PDG sur le plan de salle, était en tête de cette table, mais le carton de placement avait été échangé. Un membre de mon équipe de sécurité intégrée, vêtu de l'uniforme de cravate noire de l'hôtel, avait fait l'échange en débarrassant les assiettes. Le lourd carton de couleur crème qui aurait dû porter la mention Gregory Pike PDG portait maintenant la mention Rowan Delaney, directrice. Gregory, qui avait été retardé par le bar, a commencé à marcher vers sa table. Il était flanqué de deux hommes que j'ai reconnus comme étant Marcus Vin et Elizabeth Hay, les deux principaux actionnaires institutionnels que j'avais invités anonymement. Ils riaient, mais se sont arrêtés lorsque Gregory s'est arrêté, regardant le plan de salle. Il a regardé le carton de placement avec mon nom. Il m'a regardé à travers la salle de bal, assise à la table 1, et il a souri. Un large sourire politique. Il a compris son signal. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas touché le carton. Au lieu de cela, il a fait un geste vers Marcus et Elizabeth, et tous les trois ont changé de direction. Le PDG et ses deux investisseurs les plus importants se dirigeaient maintenant directement et très publiquement à travers la salle principale vers ma table. J'ai regardé Ethan. Il avait suivi chaque mouvement de Gregory comme un faucon. Il a vu la procession. Il a vu son patron, l'homme qui l'idolâtrait, s'écarter de son propre siège de PDG et marcher vers moi, sa femme. Sa confusion était une chose physique, un regard béant et incompréhensible. Qu'est-ce qu'il fait, a marmonné Ethan, son steak oublié. Gregory est arrivé, sa présence projetant du pouvoir. Rowan, a-t-il dit, sa voix assez forte pour que les tables adjacentes l'entendent. Un plaisir de vous voir. Il semble qu'il y ait eu une confusion.
Votre carton de placement est à ma table à la place d'honneur. J'insiste bien sûr pour que vous la preniez. Il jouait la comédie, et c'était brillant. Il abdiquait publiquement son propre siège pour moi. Grégory, ce n'est pas nécessaire, ai-je dit, jouant mon rôle, gardant ma voix basse. J'insiste absolument, a-t-il tonné. Il s'est ensuite tourné vers les actionnaires déconcertés. Marcus, Elisabeth, je dois vous présenter Rowan Delaney. Elle est, disons, notre mécène senior la plus importante, la définition même du pouvoir discret chez Northlight. Mécène, a murmuré Ethan. Il n'était qu'à 3 mètres, assez près pour entendre chaque mot. Il avait l'air d'avoir été frappé. Sienna a posé une main manucurée sur son avant-bras, ses ongles s'enfonçant. Détends-toi, a-t-elle sifflé, son sourire cassant et faux. Il veut juste dire que c'est une donatrice, une commanditaire. Ce n'est que du bavardage. Ethan, regarde-la. Elle a probablement juste acheté la table. Mais au moment où elle l'a dit, ses yeux n'étaient pas sur moi. Ils étaient sur mon poignet, sur la lourde et complexe manchette en or. Puis son regard s'est porté sur mes oreilles, sur les émeraudes foncées. Sienna était une femme qui connaissait le prix de tout. Elle connaissait le Chanel de la saison en cours. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas saisonnier. C'était une dynastie. C'était le genre de bijou qu'on n'achetait pas pour un gala. Il était conservé dans une chambre forte. Son assurance a vacillé. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a su à cet instant qu'une simple commanditaire ne portait pas ses pierres. Juste à temps. Une vibration. La poche d'Ethan a vibré. Il a sorti son téléphone, reconnaissant de la distraction. Son sourire avait disparu. Il a tapoté l'écran, son pouce glissant, puis tapant plus fort. Il a froncé les sourcils, son visage se crispant. Il essayait d'ouvrir son email Northlight. Il essayait d'accéder à la messagerie interne de l'entreprise. Une bannière rouge vif a clignoté sur son écran. Je connaissais les mots par cœur parce que je les avais écrits, accès refusé. Vos identifiants ont été suspendus en raison d'une activité inhabituelle. Veuillez contacter l'administrateur du système. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il marmonné, sa voix montant dans les aigus. Le Wi-Fi dans cet endroit est nul. Il fixait toujours son téléphone lorsque le visage allongé de Sienna sur la table s'est illuminé. Ce n'était pas un texto. C'était un email avec un drapeau de priorité. Ses yeux se sont portés sur l'écran. Je connaissais l'expéditeur, David Lou, le responsable des achats chez Boreal Lines. J'en connaissais le contenu. C'était la suite de l'alerte automatisée que nous avions envoyée à partir d'un faux compte. Sienna, nous avons reçu des données contradictoires. La présentation que vous avez fournie est sensiblement différente d'un jeu de diapositives que nous venons de recevoir de Helio Ridge System. Nous suspendons toutes les négociations en attendant une vérification immédiate de cette violation de données. Ne nous contactez pas. Nous vous contacterons. Toute la couleur, toute la vie s'est évaporée de son visage. Elle avait l'air physiquement malade. Les données qu'elle avait divulguées faisaient maintenant l'objet d'une surenchère, et Boreal Lines avait correctement identifié la fuite. Elle était prise. Je dois passer un appel, balbutia Ethan. Il était maintenant debout, repoussant sa chaise avec un grincement. Le serveur, je dois l'appeler. C'est inacceptable. Je ne le ferai vraiment pas, dis-je, ma voix calme et conversationnelle, fendant l'air. Il se figea à mi-chemin hors de sa chaise. Il se tourna vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité. Rowan, articula-t-il difficilement. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas censé être ici. Tu devrais t'asseoir, Ethan, dis-je en offrant un petit sourire froid. L'événement principal est sur le point de commencer. Tu ne voudrais pas manquer la grande annonce, n'est-ce pas? Avant qu'il ne puisse assimiler l'impossibilité de l'instant, les 2 journalistes que j'avais invités se levèrent. Ils contournèrent Grégory. Ils contournèrent les autres membres du conseil d'administration. Ils se dirigèrent directement vers moi, leurs accréditations de presse pendantes. Madame Delaney, demanda la femme du Wall Street Journal, sa voix claire et professionnelle. Sarah Jenkins, excuse pour l'intrusion. Nous ne faisions que confirmer nos informations pour un article. Êtes-vous en fait la directrice du Red Arbor Trust? Ethan l'entendit, le nom Red Arbor Trust, l'entité sans visage, divine,
qui possédait l'entreprise. Il passa de confus à pâle. Red Arbor, murmura-t-il, les mots se coinçant dans sa gorge. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je le suis, dis-je au journaliste, sans jamais rompre le contact visuel avec elle. Et je crois que vous trouverez les événements de ce soir très éclairants pour votre prochaine chronique sur la gouvernance d'entreprise. Rowan, dit Ethan. Sa voix n'était qu'un fil. Le sang avait quitté son visage. Il me regarda, les émeraudes, les journalistes, la chaise vide de PDG à sa table, et de nouveau moi. Les pièces du puzzle, chacune une impossibilité, se mettaient en place dans son esprit, formant une image d'une exécution. Son exécution. Gregory, son rôle dans le prélude joué à la perfection, me fit un signe de tête subtil. Il s'excusa auprès des actionnaires et commença à marcher, non pas vers sa table, mais vers le côté de la scène. Il disparut derrière le lourd rideau de velours du sol au plafond. Sur scène, le présentateur de nouvelles, maître de cérémonie, s'illumina, sa voix amplifiée par le système de sonorisation. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que nous attendions tous, le prix de l'innovation urbaine. Un machiniste en noir sortit et lui remit une enveloppe crème épaisse scellée. Les lumières de la salle de bal diminuèrent, remplacées par un seul projecteur brutal sur le podium. Un roulement de tambour commença. Ce son ringard et insistant. Soudain, se sentant comme un peloton d'exécution, Ethan était toujours debout, coincé entre sa chaise et la table, un homme sur un gibet attendant que le plancher s'effondre. Le maître de cérémonie déchira l'enveloppe. Et le gagnant est Northlight Dynamics. La salle éclata en applaudissements. Ethan et Sienna se contentèrent de fixer, figés. Le maître de cérémonie continua. Et pour accepter le prix, veuillez accueillir sur scène Gregory Pike. Les applaudissements gonflèrent, mais Gregory n'était pas là. La scène était vide. Le maître de cérémonie avait l'air confus, mélangeant ses cartes. Et puis un nouveau nom fut prononcé par les haut-parleurs, une nouvelle voix, la voix de Gregory, depuis le microphone des coulisses. Merci, sa voix retentit. Mais ce soir, l'honneur d'accepter ce prix n'appartient pas à moi, mais à la véritable visionnaire derrière Northlight, la femme qui a fondé cette entreprise et qui en reste l'actionnaire majoritaire. Le projecteur sur le podium s'éteignit, plongeant la scène dans l'obscurité. Le roulement de tambour s'arrêta. Un nouveau projecteur unique et net s'alluma, baignant la table dans une lumière blanche aveuglante. J'étais la seule chose que l'on pouvait voir. Le maître de cérémonie, sa voix maintenant nerveuse, lut une nouvelle carte. Pour accepter le prix pour Northlight Dynamics, veuillez accueillir Rowan Delaney, fondatrice et directrice, Red Arbor Trust. Il y eut un son, un seul claquement sec d'air déplacé lorsque le projecteur m'atteignit. Et puis, le silence, un silence profond, lourd, absolu, descendit sur l'Aurélia Grand. Le trio de jazz s'était arrêté en plein milieu d'une mesure. Les applaudissements pour le prix étaient morts dans l'air, étranglés. 200 tables, 2000 paires d'yeux, tous tournés, les premières rangées, remplies des personnes les plus puissantes de la ville, pivotèrent sur leurs chaises, leur visage un masque de confusion. Je me levai, ma chaise gratta le sol, le son résonnant dans la vaste pièce silencieuse. Je posai soigneusement ma serviette en lin sur la table. Puis je le vis, la réaction. Ethan était toujours à moitié debout, son corps bloqué dans un rictus d'incrédulité, sa bouche ouverte, son visage d'un blanc cireux, exsangue. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. Pas seulement un fantôme, mais un fantôme qui venait de saisir sa maison. À côté de lui, la réaction de Sienna était plus viscérale. Sa main, qui avait levé une flûte à champagne, cessa tout simplement de fonctionner. Le verre délicat glissa de ses doigts. Il ne se brisa pas. Il heurta le bord de son assiette avec un bruit sourd et humide, puis se renversa, renversant du champagne sur le lin blanc, une tache dorée qui s'étendait. Je commençai à marcher. Il y avait 50 pieds de la table à la scène, et je sentais chaque pas. Le bruit de mes talons sur le parquet était le seul son dans la salle de bal. Le projecteur était un poids physique, chaud et lourd. Mais je ne clignais pas des yeux. Je ne regardais pas Ethan. Je ne regardais pas Sienna. Je regardais le podium. Je regardais l'avenir. Gregory attendait sur les marches. Il me tendit le prix, une lourde pièce de verre sculptural. Elle était froide au toucher. Il ne dit rien. Il me fit juste un bref signe de tête respectueux, et se retira dans l'ombre. Je marchai vers le microphone.
Je posai le prix sur le podium. J'ajustai le microphone, le tirant légèrement vers le bas à ma hauteur. Le petit son râpeux était obscènement fort. Je regardais la mer de visages, tous tournés vers moi, un champ de cultures abasourdies et incompréhensibles. Merci, dis-je. Ma voix était calme. Elle était amplifiée, remplissant chaque coin de la pièce, claire comme une cloche. C'est un honneur d'accepter le prix de l'innovation urbaine au nom de toute l'équipe de Northlight Dynamics, les innovateurs, les ingénieurs, les logisticiens qui travaillent sans relâche et qui ont vraiment mérité cela. Je fis une pause, laissant les mots planer. Le thème de ce soir est l'intégrité. C'est un mot pratique, facile à dire, facile à mettre sur une bannière. Je tapotai le podium. Mais l'intégrité n'est pas un thème. C'est un atout non négociable. C'est le code de base qui fait que tout le reste fonctionne. Je regardais autour de moi, mes yeux scannant les premières tables, les laissant sentir le poids de mon regard. Nous sommes une entreprise construite sur la co-création et le partenariat. Mais tous les partenariats sont construits sur la confiance. Ils sont construits sur des lignes claires de conduite éthique, et ils sont construits sur le caractère sacré absolu des données. Northlight, sous ma direction, a toujours eu une seule règle non négociable. Je me penchai, ma voix baissant légèrement, les forçant à se pencher avec moi. Vous ne volez pas à la maison. Un rire nerveux, qui mourut instantanément. Ce n'était pas une blague. Il y a eu beaucoup de discussions sur le pouvoir dans cette salle ce soir, continuai-je, ma voix tranchante comme un couteau fin. Le pouvoir n'est pas qui vous arrivez avec. Ce n'est pas la table à laquelle vous vous asseyez. Ce n'est pas le nom que vous laissez tomber. Mes yeux, pour la première fois, se tournèrent vers la table 4. Ethan était toujours figé, son regard fixé sur moi, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration superficielle et rapide. Le pouvoir est ce que vous protégez quand personne ne regarde. Je me tournai, faisant un geste vers l'écran LED massif de 40 pieds derrière moi. Il affichait le logo de Northlight. Avec un clic de ma main, le logo disparut. La salle halta. Il fut remplacé par un écran blanc austère montrant un organigramme de flux de données. C'était simple, brutal et facile à comprendre. Sur la gauche, une boîte intitulée au serveur sécurisé Northlight. Sur la droite, une boîte intitulée IP externe des systèmes Helio Ridge. Les reliant, une épaisse flèche rouge. Ceci, dis-je, ma voix se durcissant, est ce qui arrive quand quelqu'un oublie les règles. Ceci est une capture de données en temps réel d'il y a 2 heures. Je cliquai à nouveau. Le nom du fichier apparut flottant au-dessus de la flèche rouge, projection boréale finale V9. Ce fichier, dis-je, contient l'ensemble de notre offre finale pour le contrat Boreal Lines. Nos prix, nos marges, notre propriété intellectuelle, tout. Je cliquai une dernière fois. Les métadonnées apparurent juste en dessous du nom du fichier. Fichier consulté via les identifiants du consultant SRORWMK. Fichier transmis via EVEI. Les identifiants des relations externes WMK005 correspondent à 100% au serveur Helio Ridge. Le silence dans la salle n'était plus calme. C'était un vide aspirant l'air, le son de 2000 personnes retenant collectivement leur souffle. Les journalistes ne griffonnaient plus. Ils se contentaient de fixer, la mâchoire ouverte. Je ne suis pas fan des drames personnels, dis-je, me tournant vers le microphone, ma voix maintenant glaciale. Je ne suis pas ici pour discuter de vie privée ou d'échecs personnels. Je suis ici en tant que fondatrice et actionnaire majoritaire de cette entreprise pour traiter d'une violation critique de la sécurité et d'un échec profond de la gouvernance d'entreprise. Je plongeai la main dans le podium et sortis une seule feuille de papier. Tous les employés et sous-traitants de Northlight Dynamics, y compris les consultants à court terme, signent un accord de non-divulgation et une politique de conflit d'intérêts. Je vais lire une petite section. Je mis les lunettes de lecture que j'avais dans ma pochette. C'était du théâtre pur, et c'était dévastateur. Toutes les données, secrets commerciaux, modèles financiers et plans stratégiques sont la propriété exclusive de Northlight Dynamics. Tout transfert, partage ou duplication non autorisée de ce matériel avec une partie extérieure, un concurrent ou autre, sera considéré comme une violation matérielle entraînant la résiliation immédiate pour motif valable et sera poursuivi dans toute la mesure permise par la loi. Je pliai le papier. J'enlevai les lunettes. À partir de 21h01 ce soir, au moment où ce prix a été annoncé, les identifiants des 2 personnes responsables ont été supprimés. Leur accès à tous les systèmes,
serveur et propriété de Northlight est définitivement révoqué. Sienna, qui avait été une statue de panique, laissa échapper un petit son étranglé, un nom. Ethan, et j'annonce avec effet immédiat une restructuration complète de l'entreprise, déclarai-je, ma voix couvrant la sienne. 1. Le contrat de la consultante Sienna ROR est résilié avec effet immédiat pour avoir causé une violation matérielle. 2. Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée pour 6 heures demain matin afin d'approuver un audit complet et de traiter les ramifications juridiques et financières de cette violation. Et 3. Un comité d'éthique indépendant est par la présente convoqué pour mener un examen complet du service des relations extérieures, de sa direction et du profond conflit d'intérêts qui a permis que cela se produise. Un raz-de-marée de bruit éclata. Ce n'était pas des applaudissements. C'était un rugissement, une cacophonie de murmures de « Oh mon Dieu » de « Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est son mari ?» Ethan n'était plus figé. Il regardait autour de lui, les yeux sauvages de panique. Il cherchait une sortie, une porte, un moyen d'échapper à la lumière, mais il n'y en avait pas. Chaque caméra de journaliste, chaque iPhone d'actionnaire était maintenant pointé directement sur la scène, sur moi, et par réflexion sur l'homme que je venais d'anéantir professionnellement et publiquement. Il était piégé, exposé et complètement ruiné, et moi, sa femme, j'avais construit la cage. La salle de bal était un vide rugissant, le bruit d'un millier de murmures se transformant en une vague physique. Ethan, galvanisé par une terreur animale pure, finit par bouger. Il ne marcha pas. Il se jeta. Il s'élança de sa table, bousculant un serveur, et bondit sur les marches latérales de la scène. Il n'allait pas être effacé. Il attrapa le microphone secondaire du lutrin, sa main tremblant si violemment qu'il faillit le laisser tomber. « Non » cria-t-il, sa voix se fendant, amplifiée et déformée par les haut-parleurs. « Non, vous ne comprenez pas. C'est un mensonge. C'est un malentendu, une erreur de procédure. Je ne bronchais pas. Je ne me tournais même pas pour le regarder. Je gardais les yeux sur le public et appuyais sur la petite télécommande dans ma main. Un malentendu, demandai-je à la foule, ma voix une lame de glace. Peut-être. Regardons les journaux pour ce malentendu. L'écran géant derrière nous changea. Le tableau des métadonnées disparut. Il fut remplacé par une nouvelle image, un simple journal d'appel en noir et blanc. Source, cellulaire veille. Application cryptée. Cible, Alcovac, VP, système Helio Ridge. Date, la nuit dernière, 23h18. Durée, 42 minutes. Je suis sûr, dis-je, ma voix coupant sa respiration lourde et paniquée, que ce n'était qu'un appel de 42 minutes à 23h la nuit dernière avec un vice-président d'Helio Ridge pour clarifier le malentendu avant même qu'il ne se produise. Ethan fixa l'écran. Il avait l'air d'avoir été abattu. Il n'avait pas de mots, mais Sienna en avait. Il ment, hurla-t-elle depuis sa table. Elle était debout, sa robe argentée ayant maintenant l'air bon marché et criarde. Elle ment. C'est un coup monté. J'avais la permission. J'avais un accès étendu. Gregory Pike me l'a donné. Une affirmation audacieuse, dis-je. Vérifions les reçus. J'ai l'email, cria-t-elle en cherchant son propre téléphone. J'ai la note d'autorisation. Il l'a signée. Ah, oui, dis-je. La note. L'écran changea à nouveau. Un nouveau document apparut. Il avait l'air officiel, un formulaire d'autorisation Northlight accordant à SROR un accès stratégique de niveau 3. Et en bas, une signature numérique nette, Gregory Pike. Sienna pointa un doigt triomphant et tremblant. Vous voyez ? Il l'a signé. Elle me dit femme. Il l'a fait, acquiesçai-je agréablement. Ou plutôt, sa signature est là. Mais les données sont une chose amusante. Elles ont une mémoire. J'appuyai sur le bouton. Une boîte rouge apparut à l'écran, mettant en évidence la signature. Puis le journal des métadonnées s'étendit à côté, une liste défilante et accablante d'analyse numérique, fichier créé il y a 3 mois. Fichier de rapport Q2 original modifié il y a 6 jours. Type de modification, signature graphique Pike-SIG.jpeg copié de la source. Collé sur un nouveau document, modifié par l'utilisateur S-ROR, adresse IP 81.22. Où cela, expliquai-je à la salle silencieuse et horrifiée, est la signature de Gregory tirée d'un rapport trimestriel qu'il a signé il y a 3 mois. Vous l'avez soulevé numériquement,
Collé sur un document d'autorisation falsifié que vous avez créé il y a 6 jours, et vous n'avez même pas pris la peine de supprimer les métadonnées. Vous venez de confirmer votre propre faux. Merci. Un halètement collectif horrifié. Le visage de Sienna s'effondra. Elle venait de s'incriminer publiquement. Ce n'est pas tout ce qu'elle a falsifié. Une nouvelle voix, tranchante et en colère, coupa le vacarme. Ce n'était pas moi. C'était Marcus Vin, l'actionnaire, le gestionnaire de fonds spéculatifs. Il était debout, le visage cramoisi. Je suis assis sur ça depuis un mois, tonna-t-il, s'adressant à toute la salle, pas seulement à moi. Moi et plusieurs autres investisseurs avons reçu un email anonyme, une lettre empoisonnée. Elle essayait de salir la réputation de la direction de Red Arbor, affirmant que le directeur anonyme était instable et gérait mal l'accord boréal. Je gardais mon visage impassible. C'était le pot de miel des dénonciateurs, et ils avaient plongé droit dedans. Nous avons retracé l'IP, continua Vin. C'était sophistiqué, rebondi dans 3 pays, mais l'origine, un appartement de location de luxe dans le West Loop. Je tournai la tête très lentement pour regarder mon mari. Le dernier brin de couleur d'Ethan s'évanouit. Il connaissait cet appartement. Je connaissais cet appartement. C'était le squat qu'il gardait pour les nuits tardives au bureau, celui que je n'étais jamais censé connaître, celui qu'il utilisait pour ses rendez-vous avec Sienna. L'écran changea. Adresse IP 72 114 205.9. Géolocalisation, West Loop Résidence, unité 1405. Titulaire du bail, veille. C'était l'épingle finale. La salle explosa. Ethan se tourna, les yeux sauvages, non plus vers moi, mais vers elle, vers Sienna, la femme qu'il avait choisie. Toi, cria-t-il dans le microphone, sa voix une chose brute et laide. Tu as fait ça. Tu as envoyé cet email. Tu m'as dit que c'était juste de la recherche. Je n'ai jamais. Je ne t'ai jamais dit de l'envoyer. Le sang-froid de Sienna se brisa, le masque de la consultante cool s'évapora, révélant la femme terrifiée et acculée en dessous. Moi, hurla-t-elle en retour, sa voix se brisant, hystérique. Espèce de lâche pathétique. Tu m'as dit de l'envoyer. Tu te tenais dans cet appartement. Dans ton appartement. Et tu as dit, et je cite, nous devons tester la réaction du marché, semer la graine qu'elle était incompétente. Tu essayais de te préparer à une promotion après son éviction. Tu m'as dit de le faire. La salle était en flammes. Ils s'incinéraient mutuellement, en direct sur scène devant toute l'industrie. Et je me contentais de les regarder liquider les actifs. Je crois, dis-je, ma voix coupant leurs cris comme un diamant, que nous avons une dernière séquence de l'hôtel. L'écran changea à nouveau, noir et blanc, granuleux, un flux de sécurité. L'horodatage datait d'il y a 3 jours. L'endroit, le bar du Grand Hall d'Aurélia, celui juste à l'extérieur de la salle de bal. Il y avait Sienna, et il y avait le vice-président d'Helio Ridge, l'homme des relevés d'appel. L'image était parfaitement claire. Elle faisait glisser une petite clé USB argentée sur le bar. Il faisait glisser une épaisse enveloppe blanche en retour. C'était une transaction. La salle se tut. C'était fait. Gregory Pike remonta sur scène, l'air sombre et maîtrisé. Il prit le micro du pupitre tandis qu'Ethan s'affaissait contre le lutrin, la main sur la bouche. Comme vous pouvez le constater, dit Gregory, sa voix résonnant avec la gravité d'un PDG, il s'agit d'une affaire d'une profonde conséquence juridique. Afin de garantir une transparence et une équité absolue, Northlight a déjà retenu les services d'un conseil indépendant externe. Toutes les preuves que vous avez vues, et bien d'autres encore, leur ont été remises il y a 1 heure. Ce fut le coup de grâce. Ce n'était pas seulement un licenciement, c'était un signalement criminel. Comme par hasard, le téléphone d'Ethan, toujours serré dans sa main tremblante, vibra à nouveau. Celui de Sienna sur la table fit de même, l'interrupteur de mise à mort finale. Accès terminé. Le message était sur son écran. Son badge d'accès. Son accès. Sa vie d'entreprise effacée. Sarah Jenkins, la journaliste du Wall Street Journal, était déjà sur ses pieds. Sa voix était aiguë, professionnelle, sentant le sang. Madame Delaney, lança-t-elle, c'est une présentation extraordinaire. C'est votre mari. Est-ce un coup de relations publiques? Une façon de gérer l'accord boréal? Je la regardais.
Je regardais l'épave de mon mari sur scène. Je regardais la lumière rouge clignotante des caméras. Ce ne sont pas des relations publiques, Madame Jenkins, dis-je, ma voix froide comme la glace dans mon champagne. Il s'agit d'un rapport de transparence. Nous avons identifié une vulnérabilité. Nous l'avons isolée, et nous l'avons supprimée. Nous le faisons avant de signer des contrats à 9 chiffres, pas après. Les lumières de la scène étaient encore chaudes, le micro bourdonnant, mais le chaos avait un nouveau point central. Alors qu'Ethan se tenait là, une coquille vide, Sienna vibrait de panique. Une femme dans un tailleur noir sévère sortit de l'ombre près de l'entrée de service. C'était Marsh, la responsable de mon équipe juridique de nettoyage. Elle ne courut pas. Elle se dirigea directement vers le pupitre, son portfolio à la main. Elle se tenait à côté de moi, non pas par déférence, mais en tant que partenaire. Elle me fit un signe de tête, et je coupai le micro. Elle était l'exécutrice. « Bonsoir », dit Marsh, sa voix amplifiée, dépourvue de toute émotion. C'était une voix conçue pour lire des dépositions et annoncer de mauvaises nouvelles. Pour que ce soit clair pour tout le monde dans cette salle, en particulier nos invités des médias et nos actionnaires, ce à quoi vous avez assisté est la conclusion d'un audit d'urgence. Il ne s'agit pas d'un différend conjugal, mais d'une question de droit des sociétés. Elle ouvrit son portfolio. Les motifs de la cessation immédiate de fonction de M. Val et de Mme ROR sont les suivants. Premièrement, une violation directe et délibérée de l'accord de confidentialité que toutes les parties ont signé. Deuxièmement, un conflit d'intérêts catastrophique et un défaut de divulgation d'une relation personnelle et financière qui a directement influencé une négociation à 9 chiffres. Troisièmement, une conspiration visant à commettre un espionnage industriel et un vol de données. Et quatrièmement, un effort concerté de mauvaise foi pour manipuler le processus de diligence raisonnable de notre partenaire stratégique, Boreal Lines. Elle leva les yeux, son regard trouvant Sienna, puis Ethan, en bref, fraude. Nous avons les emails, nous avons les journaux de serveurs, nous avons les relevés d'appels, et nous avons la vidéo. C'est complet. Ce fut le dernier clou juridique. Le mot fraude flottait dans l'air. Un crime. Ethan craqua finalement véritablement. L'humiliation publique était une chose, l'accusation criminelle en était une autre. Il quitta la scène en titubant, les jambes chancelantes, et se dirigea vers moi, attrapant mon bras. Sa prise était ferme. « Rowan », chuchota-t-il, sa voix un râle désespéré et rauque, si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. « Rowan, s'il te plaît, arrête ça. Ce n'est pas toi. Rentrons à la maison. Nous pouvons arranger ça. Parle-moi juste. Juste 5 minutes en privé. Je peux t'expliquer. » Elle m'a manipulé. Je regardais sa main sur mon bras, la main qui portait l'alliance que j'avais achetée. Je levai les yeux dans ses yeux, les yeux que j'avais autrefois aimés, les yeux qui m'avaient menti pendant le dîner au sujet des évaluations. Je ne ressentais rien, juste le bourdonnement froid et net d'un problème en cours de résolution. Je retirai mon bras lentement pour qu'il ne fasse pas de scène. « Nous ne nous parlerons pas, Ethan, dis-je, ma voix aussi basse, aussi froide. Nous n'avons plus rien à nous dire. Mon équipe juridique prendra contact avec la tienne. Tu devrais en trouver une. Rowan, implora-t-il, le nom à son mourant. Et Ethan, ajoutai-je, comme une dernière pensée pratique, je te suggère de jeter un coup d'œil à notre contrat de mariage, section 4, la partie concernant la séparation absolue des biens prénuptiaux et de tous les instruments financiers détenus en fiducie, y compris leur croissance. Je vis le scintillement de la confusion. Il se souvenait. Il se souvenait d'avoir signé ce document, riant de ses 15 000 $. Tu as toujours été si clair sur le fait que tu voulais être protégé, dis-je. Et tu le es. Tu quitteras ce mariage avec précisément ce que tu y as apporté. Tu es en sécurité, tout comme tu voulais que je le sois. La réalisation le frappa comme un coup physique. Il n'avait rien apporté. Il repartirait sans rien. Le condo, les voitures, la vie, tout était détenu dans le Red Harbor Trust. Il n'était pas un partenaire. Il était un employé licencié. Sienna nous avait observé, son esprit, contrairement à celui d'Ethan, tournant, calculant. Elle vit sa supplication échouer. Elle vit la froideur dans mon expression. Elle n'était pas une épouse, elle était une consultante, et les consultants négocient. Elle se précipita devant Ethan, non pas vers moi, mais vers Gregory,
qui se tenait avec Marsh. Attendez, dit-elle, sa voix un sifflement bas et urgent. D'accord, d'accord. Vous m'avez eu, mais vous n'avez pas tout. Elio Ridge, je peux tout vous donner. Toute leur stratégie, ce que Kovac m'a offert, leurs autres contacts à l'intérieur. Je peux témoigner. Je coopérerai tout de suite. Dites-moi juste quel est le marché. Elle essayait de négocier, de monter en grade. C'est Marsh qui répondit sans même la regarder. Madame ROR, permettez-moi d'être très clair. Nous ne faisons pas d'affaires. Nous ne négocions pas. Votre offre de coopération est notée. Elle regarda ensuite directement Sienna, son regard totalement dépourvu de pitié. Vos actions et toutes les preuves dont nous avons discuté sont en cours de compilation dans un rapport formel. Ce rapport sera remis au comité d'éthique indépendant du conseil d'administration à 6 heures du matin et aux autorités compétentes à 9 heures. Vous pouvez adresser votre offre de coopération à ces derniers. Le visage de Sienna, un masque de calcul désespéré, s'effondra. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait que le processus. Le processus dont elle était maintenant exclue, comme si elle avait été convoquée par la conversation. Mon téléphone sécurisé vibra. Un seul SMS. Je baissai les yeux. Il provenait de David Lou, le responsable des achats chez Boreal Lines. Il devait avoir un compte rendu détaillé. Le message contenait 5 phrases. Madame Delaney, impressionnée n'est pas le mot. Un nettoyage nécessaire, brutal et public. Notre confiance dans l'intégrité de Northlight, si ce n'est dans son ancienne sécurité, est restaurée. Mon équipe prendra contact demain pour discuter des modalités d'un audit indépendant à mener en parallèle avec nos négociations continues. Bien joué. Je retournai l'écran et le montrai à Gregory. Un petit sourire sombre toucha ses lèvres. Il hocha la tête une fois. L'accord Boreal Lines n'était pas mort, je venais de le sauver. Les 2 journalistes, Sarah Jenkins et son collègue, étaient à mon coude, leur carnet sorti. Madame Delaney, dit Sarah, sa voix respectueuse maintenant, pouvons-nous citer votre discours, la partie sur la violation et les filigranes? Vous pouvez, dis-je, me tournant pour leur faire face. Les caméras étaient toujours allumées. Vous pouvez tout citer, à une condition, vous devez imprimer les 2 derniers paragraphes, mon engagement envers les nouvelles normes de gouvernance et de transparence dans leur intégralité. Sans coupure. C'est le prix de la citation. C'est fait, dit-elle, sans même hésiter. Le maître de cérémonie, l'air pâle et totalement perdu, recevait des signaux frénétiques d'un machiniste. Le trio de jazz, Dieu bénisse leur cœur professionnel, se mit soudainement à rejouer, un tempo nerveux et optimiste qui était une grotesque inadéquation avec la scène. La salle de bal était un schisme. L'air en était épais. Aux tables du fond, les mondains, les accompagnateurs, les rendez-vous regardaient en silence, horrifiés et excités. Ils étaient venus pour une fête et avaient assisté à une exécution. Mais aux tables de devant, un nouveau son émergeait. Il était lent. Au début, Marcus vint, l'actionnaire, commença à applaudir, un applaudissement lent, régulier et rythmé. Puis Elisabeth se joignit à lui, puis un autre membre du conseil d'administration. Ce n'était pas l'applaudissement de la politesse, c'était l'applaudissement de la reine, l'applaudissement de l'approbation. Ils avaient vu un actif menacé, et ils venaient de regarder le propriétaire le protéger impitoyablement et efficacement. Ils n'étaient pas horrifiés, ils étaient impressionnés. La musique essaya d'enfler pour couvrir la tension, mais elle ne fit qu'empirer les choses. La fête était finie. Le pouvoir dans la salle s'était déplacé, s'était agrégé et avait formé un nouveau centre dur. Ce n'était pas le son. Ce n'était pas les lumières. C'était l'épreuve. C'était moi. Le maître de cérémonie, le visage un masque de panique pâle, essayait de conclure. Le trio de jazz, ayant reçu un signal frénétique, se lança dans une interprétation forte et désespérée de « Fly Me to the Moon », une grotesque tentative de masquer le silence d'une exécution d'entreprise. Le maître de cérémonie s'avança, son sourire fragile. Eh bien, une salve d'applaudissements pour tous nos innovateurs. Et maintenant, si vous me donnez juste un moment. Ma voix coupa la musique. J'étais toujours sur scène. Je levai une main, un simple geste déclaratif. Le maître de cérémonie s'arrêta, la musique hésita, le saxophone laissant échapper un couinement pathétique. Je crois, dis-je, ma voix calme et claire,
que j'ai une dernière affaire à régler. 60 secondes. Le projecteur, qui essayait de trouver le maître de cérémonie, revint brusquement sur moi. Toute la salle de bal, qui avait été une mer de bruissements, de chuchotements et de chaos, se tut à nouveau. Je ne me dirigeais pas vers la sortie. Je ne retournais pas à ma table d'origine. Au lieu de cela, je descendis de la scène, mes talons claquant sur le sol. Je passai devant les visages choqués et béants aux tables de devant. Je passai devant les journalistes qui se précipitaient pour avoir une meilleure vue. Je me dirigeai directement vers la table 4, la table d'Ethan, celle dont il était si fier, celle qu'il avait occupée si brièvement. Sienna était partie, se dirigeant déjà vers la sortie, un fantôme argenté se glissant dans l'ombre, la tête baissée. Mais Ethan était toujours là, enraciné sur place par la force gravitationnelle de sa propre ruine. Il était flanqué de 2 membres de mon équipe de sécurité, leurs uniformes de soirée impeccables, leurs expressions polies mais fermes. Il l'invitait à partir. Je passai devant lui comme s'il était invisible. Je me rendis à la tête de la table, le siège qu'il convoitait, celui qu'il avait essayé de gagner en me dépassant et en vendant mon entreprise. Le carton de placement que Grégory était censé avoir, celui qui avait brièvement porté mon nom, était toujours là, un simple et élégant Rowan Delaney, principal. Je le ramassai. Je le regardai. Puis je me baissai, et je tirai la chaise du PDG, celle pour laquelle il aurait tué. Je m'assis. L'ajustement était parfait. Je plaçai le lourd prix en verre de l'innovation urbaine au centre de la table, juste devant moi, là où une assiette de steak à moitié mangée avait été posée. C'était ma pièce maîtresse. Je levai les yeux, mon regard balayant les actionnaires stupéfaits et silencieux, Marcus Vin, Elisabeth et les autres membres du conseil d'administration. Ce soir, dis-je, ma voix portant dans la pièce silencieuse sans avoir besoin d'un micro, cette chaise, la chaise à la tête de cette entreprise, appartient à la personne qui protège les valeurs de Northlight. Mes yeux trouvèrent Ethan, qui me regardait, le visage un masque d'incrédulité creuse. Elle n'appartient pas, terminai-je, à celui qui l'emprunte juste pour nous vendre. C'était fait. La dernière revendication symbolique. Je sortis ensuite mon téléphone sécurisé. La salle me regarda taper sur l'écran. Ce n'était pas un accessoire, c'était un outil. À partir de ce moment, annonçai-je à la table et aux journalistes qui étaient maintenant assez proches pour entendre, j'ai signé électroniquement la directive. Le docteur Iris Thorne de notre division d'audit interne est maintenant la responsable intérimaire de l'intégrité de l'entreprise. Avec effet immédiat, toutes les conclusions de M. Pike et de moi-même lui seront transférées. La réunion d'urgence du conseil d'administration est confirmée pour 6 heures du matin. Soyez là. Les actionnaires ne l'ont pas seulement entendu, ils l'ont vu. L'action. Le remplacement immédiat et décisif de la pourriture. Les 2 agents de sécurité touchèrent doucement mais fermement le coude d'Ethan. Il était temps de partir. Il n'était plus un employé. Il n'était plus un invité. Il était un passif. Il commença à bouger, une marionnette dont les ficelles étaient coupées, passant devant ma chaise, devant la femme qui avait été sa femme. Il était à 2 pieds de là quand il s'arrêta, se penchant, le visage ravagé par les larmes et la panique et un espoir grotesque et déplacé. Il chuchota, sa voix épaisse. « Rowan, je t'aime. Rowan, je t'aime toujours. Nous pouvons arranger ça. » Je ne me tournai pas pour le regarder. Je gardai les yeux fixés sur le prix sur la chaise que j'occupais maintenant. Je laissai le silence s'étirer juste un instant pour laisser ces mots planer dans l'air et mourir. « Non, Ethan, dis-je, ma voix calme, conversationnelle et totalement finale. La personne que tu aimes, c'est la chaise, et tu ne peux pas la voir. » Un son, un petit sanglot étouffé, et il était parti. Mon équipe l'escorta hors de la salle de bal, pas une seule tête ne se tournant pour regarder la sortie pathétique. De l'autre côté de la salle, je vis Sienna. Elle s'était arrêtée à la grande arcade juste une seconde, regardant en arrière. Les caméras, les vrais des médias, la trouvèrent. Les flashs commencèrent, rapides, prédateurs, la capturant non pas dans un moment d'humiliation, n'étant pas traînée dehors, mais dans un moment de conséquence pure et absolue. Elle se tourna, sa robe argentée accrochant la lumière une dernière fois, et disparut. La salle était immobile, l'air était mince. Grégory Pike s'avança. Il ne remonta pas sur scène. Il se leva de son nouveau siège à ma table.
Il regarda les actionnaires. Il regarda les employés, ceux aux tables du fond, ceux qui réalisaient seulement maintenant que toute leur entreprise avait été sauvée d'une catastrophe. Moi, Grégory, dit-il, sa voix résonnant d'une humilité plus puissante que n'importe quel discours, j'assume l'entière responsabilité des défaillances de procédure qui ont permis cela. Mon bureau, mes processus d'approbation ont été manipulés, et pour cela, je m'excuse auprès de nos partenaires, de nos actionnaires et de notre fondateur. Il se tourna vers moi, et devant 2000 personnes, Grégory Pike, le PDG, inclina la tête. Nous allons réformer. Nous allons reconstruire, et nous serons plus forts. Je m'y engage. Les actionnaires, ceux qui avaient applaudi pour moi, approuvaient maintenant pour lui. Ils n'avaient pas perdu leur confiance, ils l'avaient consolidée. La tension se brisa. La crise était terminée. La musique finit par revenir. Mais cette fois, c'était différent. C'était le son d'un événement qui se terminait, d'une nouvelle réalité qui s'installait. Je regardais de l'autre côté de la table Grégory, Marsh, les quelques membres de l'équipe loyaux qui savaient que cela allait arriver. L'accord avec Boreal Lines serait plus difficile, mais il serait plus propre. L'entreprise était en sécurité. Je levai mon verre de champagne, celui qui était resté intact toute la nuit. Je le levai. Ils levèrent les leurs. Nous n'avions pas besoin de dire un mot. Le respect était revenu. Le trône n'était pas seulement assis, il avait été défendu. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Je meurs d'envie de savoir, d'où écoutez-vous dans le monde? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Connectons-nous et partageons nos pensées. Et si vous aimez ça, abonnez-vous à Olivia Revenge Stories, aimez cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur ce bouton d'enthousiasme afin que cette histoire puisse être entendue par encore plus de personnes.